C'est vraiment bizarre que cette personne, PewDiePie, soit le youtubeur le plus connu au monde. Les plus grosses stars de cinéma jouent dans des films grand public que vous pouvez regarder dans un avion. Et les musiciens les mieux payés sont ceux dont la musique joue dans les haut-parleurs de tous les H&M. Mais PewDiePie est tout sauf mainstream. Il a lancé sa chaîne sur un créneau de niche en hurlant devant des jeux vidéo. Il a un humour noir et fait des blagues d'un goût douteux. Il est haï par les médias traditionnels qui le prennent pour un néo-nazi. Because people just read the title. People just read this and they're like, oh, okay, I see. PewDiePie's a Nazi now, that's... Alright. Son style de comédie est tellement autoréférentiel que la plupart de ses blagues sont incompréhensibles, à moins de suivre sa chaîne depuis un moment. Mais plus j'étudie PewDiePie, plus je réalise qu'il est le meilleur YouTuber en activité aujourd'hui. Et je dis pas ça parce qu'il fait les vidéos les plus drôles, ou les plus intelligentes, ou les mieux réalisées, mais parce que PewDiePie maîtrise les codes du YouTube game mieux que n'importe qui d'autre. Et comme Internet se dirige de plus en plus vers la vidéo, j'ai graduellement réalisé que PewDiePie sera la principale influence culturelle du 21e siècle. Quelqu'un dont l'impact sera 10 fois plus important que Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre et Steven Spielberg combinés. Peut-être que vous dites que je suis en train d'exagérer, et je vous comprends. C'est vrai que ça saute pas aux yeux vu de l'extérieur, mais j'ai regardé des centaines de vidéos de PewDiePie, et ce que j'ai découvert a de bonnes chances de vous surprendre. Le 18 septembre 2016, le youtubeur français Antoine Daniel a publié une vidéo intitulée « Que se passe-t-il depuis 2 ans ?», dans laquelle il explique à son public qu'il n'arrive plus à créer de vidéos parce qu'il se sent lassé de What the Cut, le format de vidéo qu'il a fait connaître. Et il y a 2 ans, j'ai ressenti que What the Cut, ça me rendait plus tellement heureux en fait. Ça ne me rendait pas spécialement heureux de faire juste du review de vidéo alors que j'ai envie de faire d'autres choses. Mais il n'est pas sûr que son public va le suivre sur autre chose. Et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir un peu... d'expérimenter ailleurs, j'ai envie de pouvoir faire un peu ce que je veux avec ma chaîne YouTube et j'ai l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. Il y a tellement de pression autour de What the Cut. En tant que youtubeur, je peux vous dire que cette vidéo est terrifiante à regarder. On sent vraiment qu'il est complètement coincé et que son succès passé ne l'aide pas vraiment. Au contraire, l'audience qu'il a construit est une pression qui l'empêche d'avancer vers la suite. Ça me bloque complètement, ça me bloque psychologiquement. Mais du coup, comme je n'arrive pas, comme je vous ai dit, à faire d'autres choses parce que What the Cut me bloque et que je n'arrive pas à faire What the Cut parce que j'ai envie de faire autre chose, et bien au final, vous vous retrouvez avec la chaîne que vous voyez à l'heure actuelle, c'est-à-dire quelque chose où il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien du tout parce que je n'arrive à rien et mon moral est en train de descendre. Et oui, c'est un problème de riche si vous voulez. Mais la richesse et la célébrité ne vont pas résoudre tous vos problèmes. Et il y a assez de stars qui meurent chaque année de suicide ou d'overdose pour nous le rappeler. Et je sais quels sont les arguments et je sais que ce sont de bons arguments. Par exemple, elle n'écoute pas, te fous pas la pression, fais ça dans ton coin, etc. Mais c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Je ne peux pas passer au travers de ça. Quand je croise des gens dans la rue, on me demande quand sort le prochain épisode. Quand je vais sur internet, on me demande quand sort le prochain épisode. Blabla, blabla, blabla. Il y a tellement de pression autour de ça. Malheureusement, les choses ne semblent pas s'être beaucoup améliorées pour Antoine Daniel depuis cette vidéo. Plus de 2 ans plus tard, il n'a toujours pas sorti de nouveau What the Cut et ses seules publications ont été une série audio fin 2017 et puis plus rien. Ce qui est vraiment marquant, c'est que PewDiePie a publié une vidéo extrêmement similaire seulement quelques mois après celle d'Antoine Daniel. Why do I not play games? Why does PewDiePie don't play video games? Comme Antoine Daniel, PewDiePie a explosé sur YouTube avec un format de vidéo bien précis. Pour PewDiePie, c'était le gaming et plus particulièrement les jeux d'horreur où il était connu pour ses réactions, on va dire excessives. No, Stefano. En regardant les vidéos de cette époque, on voit que PewDiePie n'avait pas encore développé l'ensemble des compétences qu'il a aujourd'hui et dont on va parler tout à l'heure, notamment son registre émotionnel. Son seul angle au départ, c'était la peur. Il allait jusqu'à réutiliser la même image de son visage dans plusieurs miniatures d'affilée. Et forcément, au bout d'un moment, c'est lassant de faire le même genre de vidéo, pour le créateur, mais aussi pour son audience. That's the kind of YouTubers that end up becoming sort of slaves to themselves and their own content. And eventually it just leads to the demise of the channel because after a while people aren't going to be interested anymore. Et c'est ainsi que PewDiePie s'est retrouvé, début 2017, à enregistrer une vidéo qui fait la même annonce qu'Antoine Daniel, mais avec un résultat très différent. People want to see me play FNAF just so that I can get scared with a jump scare, but I refuse to fake a fucking jump scare because it's so fucking stupid and the game is absolutely not scary whatsoever to me. Courant 2016, PewDiePie a complètement réinventé sa chaîne et a quasiment arrêté de faire des vidéos de gaming, les remplaçant avec des vidéos d'humour et de réaction. Et loin de ralentir sa croissance, ça l'a propulsé sur un tout nouveau public. Si on y pense, c'est rare pour un artiste de pouvoir changer complètement de registre et de toujours avoir autant de succès. C'est comme si le plus grand chanteur de variété française décidait
décidez du jour au lendemain de sortir un album de rap et devenez le rappeur le plus connu de France. Trouver un format qui marche avant tout le monde, c'est une chose. Mais transformer une chaîne massive malgré les critiques de vos fans et réussir à cartonner à nouveau, ça demande non seulement du talent, mais aussi beaucoup de courage. I'm really proud of myself for making these decisions that at the time seemed really stupid, but obviously it paid off really big time. Avec cette transition, PewDiePie nous a prouvé qu'il était capable de complètement se réinventer. Et ça va être la compétence la plus importante pour une star au XXIe siècle. Parce que la technologie et les goûts de l'audience changent de plus en plus rapidement. Dans les siècles passés, différentes formes d'art ont été dominantes. La sculpture, la peinture, le cinéma. Vu comme on est parti, la forme d'art qui va définir le XXIe siècle, c'est le clickbait, la capacité à capter l'attention. On nous a bien fait croire qu'un mec qui pose un urinoir dans un musée, c'est une forme d'art. Alors allez pas me dire que c'est impossible. La plupart des gens pensent que le clickbait est un des signes de l'apocalypse qui annonce que notre société a perdu toute intelligence et a enclenché son déclin final, dont le dernier arrêt, c'est le monde de Wall-E. Mais en réalité, le clickbait, c'est juste une conséquence des nouvelles technologies qui permettent à tout le monde de créer son propre contenu. Plus il y a de contenu, plus il est difficile et important de capter l'attention de votre public. Il y a aussi une idée populaire qui est que le clickbait est généralement synonyme de contenu de mauvaise qualité. Mais c'est pas forcément le cas. Si vous faites du contenu d'excellente qualité, c'est encore plus dommage de ne pas donner à votre contenu le meilleur titre et la meilleure miniature possible. Ça serait comme un réalisateur qui décide de ne pas créer la meilleure bande-annonce possible pour son film. Pourquoi? Parce qu'un bon film ne devrait pas avoir besoin de faire sa pub, parce que le bouche-oreille va faire le job à votre place? Dans un environnement média aussi compétitif que celui qu'on a aujourd'hui, c'est un gros risque à prendre. Et c'est pour ça que généralement, les meilleurs youtubeurs sont aussi ceux qui ont les meilleures miniatures, parce que la miniature fait partie du processus de création de la vidéo. En créant une miniature efficace, le youtubeur vous communique qu'il a pris soin de se mettre à la place de son public. C'est souvent le signe d'une vidéo bien pensée qui commence de manière dynamique, qui vous apporte le contenu que vous êtes venu chercher. Auriez-vous vraiment cliqué sur ma vidéo si ma miniature ressemblait à ça? Et après ce long préambule en éloge du clickbait, je dois conclure en disant bien sûr que PewDiePie a les meilleures miniatures au monde. Vous pouvez, comme moi, être abonné à sa chaîne et regarder une vidéo sur 10 parce qu'il publie une vidéo tous les jours, il faut quand même pas déconner, j'ai autre chose à faire. Mais à chaque fois que je vois une de ces miniatures dans mon flux d'abonnement, je souris parce que chaque miniature est un petit élément de contenu en soi, même sans regarder la vidéo qu'il y a derrière. Et c'est vraiment la seule chaîne qui arrive à faire ça. Prenons ensemble quelques exemples et voyez comment chaque miniature raconte une petite histoire à elle toute seule, avec à son cœur un vrai conflit émotionnel. Par exemple, dans cette vidéo, PewDiePie visite la ville où il a grandi et il est embarrassé. Dans celle-ci, on a l'horreur cosmique de faire face à un œil qui contient une paire de dents et de se demander pourquoi une telle chose existe. Ici, on a un homme qui traverse en un instant 3 stades émotionnels, de sérieux à surpris à terrifié. Pourquoi? Vous avez envie de savoir. Quelle terrible nouvelle a-t-il appris? Pourquoi est-ce que le texte de la miniature annonce que le défi, c'est de ne pas rigoler? Ici, PewDiePie est triomphant. Ici, il est en colère. Ici, il rigole. Ici, il a peur. Et d'autres fois, il sait quand éviter totalement le clickbait. Comme avec cette vidéo qui a un titre et une miniature toute simple, mais qui a fait 11 millions de vues parce que son concept de base est déjà suffisamment émotionnel. L'idée ici, c'est que cette jeune femme, c'est la fiancée de PewDiePie qui a disparu de YouTube depuis plusieurs mois et cette vidéo nous donne de ses nouvelles. Pas besoin de clickbait là-dessus. Bien sûr, PewDiePie n'est pas le seul à utiliser le conflit et l'émotion dans ses miniatures. Il le fait juste beaucoup mieux que les autres et ce pour 2 raisons. Premièrement, son registre émotionnel est beaucoup plus large que l'ensemble des autres youtubeurs. La grande majorité des vidéos clickbait reposent sur une poignée d'émotions. La colère, la surprise, le voyeurisme, mais au bout d'un moment, le public finit par être désensibilisé à ces émotions et ça conduit à une surenchère progressive. Il faut toujours faire plus pour mettre plus d'émotions, de surprise, de choc, de peur. Un exemple marquant pour moi, celui de Daryl Eves, qui est un expert de YouTube qui a plein de bons conseils pour les youtubeurs, mais sur chaque miniature, il a l'air choqué. Au bout d'un moment, on n'y croit plus. PewDiePie a un registre émotionnel qui est beaucoup plus large que la majorité des autres youtubeurs et il utilise des émotions qu'on voit rarement dans les miniatures sur YouTube, comme le regret, la tristesse, le désespoir, l'absurdité, l'espoir, la honte. On pourrait faire un clavier d'emoji où chaque émotion correspond à une miniature de PewDiePie. Et ça le différencie de la majorité des youtubeurs qui tirent encore et encore sur la même émotion, ou même du PewDiePie des années 2010-2012 qui tirait uniquement sur la peur. Deuxièmement, ces miniatures ne promettent rien. La critique la plus commune envers les vidéos clickbait, c'est que la vidéo ne répond pas à la promesse qui est faite dans la miniature et dans le titre. Par exemple, quand Thibaut InShape titre sa vidéo « Combien je gagne d'argent » mais ne donne pas le chiffre de combien il gagne, c'est forcément décevant. Mais si on y réfléchit, ça serait difficile de trouver un meilleur titre à la vidéo de Thibaut. On pourrait décrire le contenu de la vidéo de manière prosaïque en disant « Comment fonctionne mon business sur YouTube ?» mais ça ferait pas autant de vues. PewDiePie a géré ce même sujet de 2 manières. Vous avez la manière directe avec la vidéo « Parlons d'argent » qui utilise un titre littéral et une miniature simpliste pour communiquer une émotion qu'on pourrait appeler « Ayons une discussion sérieuse pour changer ». Ou là vous avez l'approche humoristique avec Comment gagner de l'argent sur YouTube, une vidéo qui annonce clairement un angle parodique. Souvent la miniature de PewDiePie ne cherche même pas à décrire le contenu de sa vidéo. C'est pour ça que je peux regarder les miniatures de sa chaîne tout seul et me marrer dans mon coin. La miniature est là pour raconter une petite histoire et illustrer une émotion, mais elle ne nous promet rien d'autre que cette émotion et c'est pour ça qu'on ne se sent jamais arnaqué par une vidéo de PewDiePie.
Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du paradoxe psychologique au cœur du travail de youtubeur. Pour résumer, le succès sur YouTube dépend de la connexion que le youtubeur a avec son audience. Au départ, c'est facile à maintenir. Si vous avez 1000 ou même 50 000 abonnés, vous pouvez répondre à tous les commentaires, vous pouvez être transparent, honnête et à l'écoute. Mais à mesure que votre chaîne grossit, votre vie va changer. Vous vous retrouvez avec des centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont l'impression de vous connaître personnellement à travers vos vidéos. Et vous allez réaliser que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Vous êtes injustement attaqué par d'autres youtubeurs en quête de clics et par les médias traditionnels qui se sentent menacés par votre succès. Mais attention, vous ne pouvez pas vous plaindre. Après tout, vous êtes dans une position enviable, vous gagnez bien votre vie, vous êtes célèbre. Et plus vous êtes honnête avec votre audience sur cette difficulté psychologique, plus ils vont réaliser que vous n'êtes pas exactement comme eux. Et donc c'est une grosse pression à porter sur vos épaules, tout seul. C'est pour ça que vous voyez régulièrement des youtubeurs disparaître pendant des mois, voire des années. J'ai déjà donné dans cette vidéo l'exemple de Antoine Daniel. Un autre exemple serait TheFantasio974, un youtubeur qui a connu le succès avec des vidéos sur Minecraft et a depuis décidé d'arrêter sa chaîne. J'ai choisi de partir parce que même si je sais ce qu'il faut faire pour continuer, j'ai choisi de vivre une autre vie, une vie à l'abri du public, à l'abri de l'exposition, et quitte à avoir moins d'argent. Les youtubeurs qui tiennent le coup psychologiquement sont ceux qui arrivent à créer une distance entre le personnage qu'ils jouent sur YouTube et leur identité personnelle. Ça leur permet de traiter YouTube comme un métier et d'accepter que la vision du public ne colle pas forcément à la réalité. Thibaut InShape a clairement bien réussi à le faire, Antoine Daniel et Fanta probablement un peu moins bien. Mais le meilleur de tous dans cette catégorie, c'est bien sûr PewDiePie. Thibaut InShape a la pression parce que Squeezie l'accuse d'être un peu trop commercial. Mais la pression sur PewDiePie est d'un tout autre niveau. Il y a des articles constants dans les médias qui l'accusent littéralement d'être un néo-nazi. Encore il y a quelques jours, une pétition lancée sur le site change.org demandait à ce qu'on supprime sa chaîne YouTube. Cette pétition a rassemblé plus de 80 000 signatures. Oh, frick. Not a petition. I might as well delete my channel right here and right now. And I might as well start finding a new job because petitions are the most effective way to make a change in the whole world. Je vais pas rentrer dans les détails de ces accusations pour les besoins de cette vidéo. Je vais juste vous dire que pour avoir fait mes recherches et regarder les vidéos sources, l'ensemble de ces accusations qui sont faites à PewDiePie me semble injustifié. Je vais pas essayer de vous en convaincre dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, je vous invite à faire votre propre recherche sur la question. La vidéo de PewDiePie où il répond à la pétition en question est un bon point de départ pour comprendre son point de vue, et si vous voulez voir le point de vue opposé, vous pouvez simplement lire le texte de la pétition ou simplement taper PewDiePie sur Google et voir les articles qui sortent dans les grands médias. Il y a deux raisons pour lesquelles j'aborde ces controverses. Premièrement, c'est parce que je sais que la question va revenir dans les commentaires. On va m'accuser de promouvoir un crypto-fasciste, donc je fais aussi bien de le répéter une nouvelle fois. Pour avoir creusé dans le sujet, je pense que PewDiePie n'est ni un raciste, ni un antisémite, ni un nazi, et j'en suis aussi convaincu que c'est possible de l'être sans être dans sa tête. Mais il y a une raison beaucoup plus importante d'en parler, qui est que PewDiePie lui-même se sent clairement injustement traité, non seulement par les médias, mais aussi par YouTube, la plateforme, et YouTube l'entreprise, qui refuse régulièrement de le mettre sur l'onglet tendance alors que ses vidéos cartonnent, et qui a annulé une série sur laquelle il avait travaillé dur, essentiellement pour se protéger de la mauvaise presse. Nice try, Wall Street Journal. Try again, motherfuckers. Ajoutez à ça les pressions que connaissent tous les youtubeurs, des fans qui n'aiment pas votre dernière vidéo, qui vous accusent d'être cupide dès que vous avez un sponsor et qui ont l'impression que vous leur devez votre succès. Beaucoup de youtubeurs craquent avec moins d'1% de la pression qui est sur les épaules de PewDiePie. Alors quel est son secret ? Comme Thibaut, PewDiePie s'est créé un personnage, une version excessive de lui-même. Ce qui est spécial chez PewDiePie, c'est que ce personnage est une parodie. Il se moque déjà de tout ce que vous pouvez lui reprocher. PewDiePie a soif de vues. And so I would play a shit ton of games that I couldn't care less about, just because I knew it would get me views on YouTube. Il étend artificiellement ses vidéos à 10 minutes parce que ça rapporte plus d'argent via la pub. You thought I was gonna end the video there? Fuck you! I need like this video to be 10 minutes. I'll be back in like 10 minutes. 10 minutes to finish the video. Il fait du clickbait. This is not clickbait, guys. This is what the content is. It's reflecting the content. Just like my videos are always 100% accurate. Son contenu est répétitif. I know we said no more unoriginal content, but it's now or never, and I'm taking the opportunity. Il est orgueilleux de sa place de numéro 1. Bro army too strong, okay? On accuse souvent les youtubeurs divertissement d'avoir une audience assez jeune, et PewDiePie assume et exagère ce fait en surnommant son audience l'armée des gamins de 9 ans. Hello, every 9-year-old watching this video. I know you're a complete army just ready to follow my single demand. Quand PewDiePie a fait la promotion d'une chaise de gaming à 399$ et que sa communauté a trouvé ça un peu cher, il n'a pas essayé de se défendre et au contraire, il s'est immédiatement mis à parodier son propre produit. Don't post this meme anymore. It's not funny. It had a good lifespan. We should not taint this meme
by overusing it when it's not longer funny. Et à force, c'est devenu une blague récurrente, adorée de la communauté, et c'est devenu un nouvel ingrédient de l'univers de PewDiePie, et la boucle a été bouclée quand il a sorti une série limitée de produits dérivés, inspirés non pas de sa chaise, mais de sa parodie de la réaction de son audience face à la promotion de la chaise sur la chaîne. Chez un youtubeur moins habile, ce processus de récupération pourrait sembler artificiel et commercial, mais PewDiePie est un expert en la matière. Son coup de génie est une émission récurrente où il réagit aux memes proposés sur Reddit par son audience. Ça lui permet de prendre la température de sa communauté, de voir quelles blagues résonnent, de crowdsourcer une partie de son humour, et ces blagues sont ensuite raffinées, référencées dans d'autres vidéos et apparaîtront parfois même sur des t-shirts et des produits dérivés. Ça rend PewDiePie quasiment indestructible. Toute critique est absorbée par son alter ego qui la digère et la transforme en contenu, que ce soit une pétition pour annuler sa chaîne, des articles négatifs dans les médias ou les critiques de ses fans. À force de s'auto-parodier, un youtubeur moins talentueux risquerait de devenir un clown qui fait rire l'audience mais n'est plus capable de créer une vraie connexion émotionnelle avec eux. PewDiePie évite ce danger grâce à un talent unique où il peut passer en une fraction de seconde d'une conversation totalement sincère avec son audience à un personnage parodique et inversement. Prenez par exemple cet extrait qui vient de la fameuse vidéo où il annonce qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo. On commence par un partage sincère de ses émotions personnelles. I refuse to fake a fucking jump scare because it's so fucking stupid and the game is absolutely not scary whatsoever to me. And then I played it on YouTube and I took the video down because people got so pissed that I wasn't scared while playing the game. Puis, il enchaîne de manière fluide sur son personnage parodique. So I'm telling you guys, you want games, but at the same time you don't want games, so what the fuck do you want from me? Alright, I'm not a monkey, alright? You can just scream dance all you want, but I won't dance. I won't fucking dance for shit. Et dès le plan suivant, il repart sur un cœur à cœur super honnête. I'm gonna be honest, I don't even play games that much by myself anymore. On peut pas écrire un moment comme ça, c'est du pur talent. En 30 secondes, PewDiePie vient de nous montrer comment être un personnage public sur le web et comment continuer à être sincère quand vous avez des dizaines de millions de fans. Vers mi-2018, certains observateurs ont calculé que PewDiePie ne resterait plus très longtemps la plus grosse chaîne YouTube au monde. La chaîne indienne T-Series, présentée comme le plus gros label musical et studio de cinéma en Inde, était en train de rapidement rattraper PewDiePie. Dès le départ, le dépassement a semblé inévitable parce que l'Inde est un pays très peuplé où la population est en train d'arriver massivement sur internet. Du coup, l'événement de base du drama T-Series contre PewDiePie n'est pas particulièrement intéressant. C'est une histoire de démographie et de rattrapage technologique, quelque chose qui semble plus adapté à une dissertation d'histoire géo qu'à une vidéo YouTube. Mais entre les mains de PewDiePie, c'est devenu le drama du siècle et il a connu une nouvelle poussée de croissance totalement improbable. Généralement, quand vous êtes une entreprise numéro 1 du marché ou la plus grosse chaîne au monde, c'est quasiment impossible de grossir de 50% en 6 mois. Vous avez déjà saturé le marché et vous devez vous contenter d'une croissance plus lente et plus progressive. Mais 50% en 6 mois, c'est exactement la croissance qu'a eu PewDiePie depuis octobre dernier. Le graphique de ses abonnés repart sur une croissance de dingue en octobre, pile au moment où T-Series était sur le point de le dépasser. PewDiePie a su non seulement fédérer sa communauté autour de lui, mais il a rallié tout le YouTube anglophone à sa cause. Ça va du youtubeur MrBeast qui a dépensé une fortune pour mettre des panneaux dans sa ville, à Markiplier qui a fait un live de 45 minutes intitulé « Je ne vais littéralement pas la fermer tant que vous n'êtes pas abonné à PewDiePie », à des alliés improbables comme Logan Paul que PewDiePie a pourtant souvent critiqué par le passé, à des hackers qui piratent des imprimantes et même à un passage de Elon Musk sur sa chaîne. Le plus impressionnant, c'est que T-Series n'a pas vraiment contribué au drama. Son fondateur a expliqué dans une interview qu'il ne savait même pas qui était PewDiePie avant de lire son nom dans la presse. Alors PewDiePie a essentiellement créé le drama tout seul. Il est scénariste, acteur et producteur de sa propre polémique, qu'il a créé de toutes pièces puis partagé généreusement avec tous les autres créateurs qui ont utilisé l'événement pour faire des vues. Si vous m'aviez dit il y a un an que PewDiePie, qui est numéro 1 sur YouTube depuis plus de 6 ans, allait réussir à monter un scénario où c'est lui qui est l'outsider, je vous aurais pas cru. PewDiePie contre T-Series, c'est David contre Goliath, c'est l'Empire contre-attaque. Et bien sûr, tout le monde a envie d'être du côté des rebelles. Dès la première vidéo où PewDiePie évoque T-Series, il a tous les éléments de sa stratégie en place. En seulement 2 minutes, il mixe tous les ingrédients dont on a parlé. Il joue le personnage orgueilleux et défensif qui est prêt à tout pour rester numéro 1. Mais il se ridiculise en même temps avec un costume idiot et une épée brandie maladroitement. Et bien sûr, il passe de ce personnage caricatural à sa vraie personnalité en milieu de phrase. That's right. In no less than in November this year, PewDiePie will not be the biggest channel on YouTube. That would be pretty nice, actually. No! We must fight back.
La majorité des dramas sur YouTube s'épuisent assez vite parce que l'audience se lasse. Le problème c'est que comme pour le clickbait, la plupart des youtubeurs utilisent une seule émotion tout du long. Généralement, c'est la colère, le conflit, le combat. Mais au bout de 2 ou 3 vidéos d'insultes, on en a fait le tour. PewDiePie a un registre émotionnel beaucoup plus étendu et c'est pour ça que le drama T-Series dure depuis plus de 6 mois et continue à faire énormément de clics sur sa chaîne. Tout a commencé de manière classique avec ce qui est désormais un passage obligé de tout clash sur YouTube, une diss track. Melut continue à défier T-Series, il va ensuite alterner entre les émotions positives et les émotions négatives. On passe du désespoir T-Series is just a few subscribers away. à la gratitude, God bless you, Mr. Beast. aux larmes, à la fierté, I've never been more proud. à des moments épiques où il est sur le point de perdre mais reçoit une aide inattendue de ses camarades youtubeurs, There was a ton of other creators that show their support as well, and seeing it all, it's just been amazing. à des moments de pure sincérité, I know I said, and I still mean it, I don't care if T-Series passes me, but this is all too fun. à une levée de fonds pour une association caritative, Let's instead help India. That's why I decided to create a fundraiser for the charity called Cry. et ces 3 derniers exemples viennent de la même vidéo. Et c'est ce grand 8 émotionnel qui fait que c'est une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est pas juste du conflit, c'est aussi de la tendresse, de la camaraderie, se rassembler face à l'adversité, faire face à la défaite sans perdre le moral. Et de tous les dramas qu'on a vus ces dernières années sur YouTube, PewDiePie contre T-Series est le plus abouti. Pour la première fois, toutes les pièces du puzzle sont rassemblées. Ceux qui l'ont vécu en direct en garderont un souvenir puissant, comme on reparle encore aujourd'hui de la première saison de 24 heures chrono ou de la Coupe du Monde de 98. Qu'est-ce que l'art ? C'est le genre de question pénible qu'on n'attend pas à la fin d'une vidéo sur le mec qui a chanté Bitch Lasagna. Mais je pense que ça vaut le coup de se demander si YouTube est une forme d'art. Si vous pensez que l'art, c'est ce qui mérite d'être affiché dans un musée, alors la réponse est clairement non. Mais d'un autre côté, la majorité des œuvres qui sont aujourd'hui affichées au Centre Pompidou n'auraient pas eu le même honneur il y a 500 ans. Une définition simple de l'art pourrait être une création humaine qui a pour objectif d'évoquer une certaine émotion. Et selon cette définition, YouTube, c'est clairement un art. Et si c'est le cas, PewDiePie est un maître du genre. Je dis pas que vous devez forcément aimer ce qu'il fait. Les goûts, les couleurs et le sens de l'humour, c'est très subjectif. Mais c'est évident qu'il est parfaitement à l'aise avec son média. Personne d'autre ne maîtrise aussi bien les codes de YouTube. Les miniatures, le renouvellement du contenu, l'ironie, la participation de la communauté, survivre ses critiques, créer une connexion avec son audience, jongler entre le personnage du YouTubeur et l'humain en chair et en os qui joue le rôle. Pour chaque nouvelle forme d'art, il y a des pionniers qui définissent les règles et ne sont pas forcément compris par leurs contemporains. Pour YouTube, ce pionnier, c'est PewDiePie, et tout créateur de contenu peut apprendre quelque chose en l'étudiant, même si vous ne faites pas de vidéos de gaming ni d'humour. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous dire de vous abonner à PewDiePie, alors faites-le en cliquant ici et vous pourrez voir chaque jour des exemples de toutes les techniques dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes futures analyses marketing, c'est ici. Et si vous êtes vous-même créateur de contenu et que vous voulez apprendre ce qui marche, j'ai compilé mes meilleurs conseils dans une série de 7 emails gratuits. Je vais vous montrer comment développer votre audience, mais surtout je vais vous montrer les techniques marketing dont vous avez besoin pour vendre et pour gagner votre vie, parce qu'après tout, le marketing, c'est ma spécialité. Cliquez le lien en dessous de moi et je vous enverrai tout ça dans votre boîte mail. À la prochaine.